qui sont, tiens, si je veux construire un instrument de mesure, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je vais vous proposer, mais je vous l'avais déjà proposé dans le cadre du cours d'intro à la mesure, une séquence d'étapes. En tout cas, c'est une séquence d'étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir construire un instrument de mesure, donc pouvoir construire un test. Mais vous verrez que je vais vous les proposer de manière, donc ces étapes, je vais vous les proposer de manière très séquentielle. Donc d'abord celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Et puis j'ai fait une autre présentation qui me semble un peu plus dynamique parce qu'il me semble qu'on peut trouver dans ces séquences, il y a une espèce de cycle qu'on peut, dans lesquels on va travailler, et puis à un moment donné, donc à un moment donné, on rentre dans un cycle et puis on va ressortir de ce cycle. Mais je vais vous expliquer ça en vous expliquant les différentes étapes. Donc au niveau des différentes étapes, d'abord, il faut préciser le sujet du test. Alors ici, je vais vous décliner les différentes étapes et puis on va les reprendre chacune et réfléchir un peu sur préciser le sujet du test. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi faut-il penser? Qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi faut-il faire attention, etc. Donc préciser le sujet du test, évidemment, c'est qu'est-ce que je vais mesurer? Est-ce que je veux mesurer l'anxiété? Est-ce que je veux mesurer l'estime de soi? Est-ce que je veux mesurer la rapidité d'action, etc., etc. Donc bien définir le trait que l'on va vouloir mesurer avec son instrument de mesure. Et donc vous verrez qu'à droite, il y a tout un ensemble d'éléments sur lesquels on va s'appuyer lors de chacune des étapes pour pouvoir répondre à chacune de ces étapes. Construire un schéma directeur, j'en ai déjà parlé l'année passée au niveau, quand on a parlé de la validité de contenu. J'en parlerai cette fois-ci, souvenez-vous, c'est l'idée de faire un tableau avec les contenus du test et les manifestations et de pouvoir comme ça évaluer le nombre d'items qui seront présents dans le test. Je reviendrai tout à l'heure sur la définition de l'item. Qu'est-ce qu'on appelle un item? Équilibrer le contenu du test, ça veut dire, eh bien, il ne faut pas qu'il... Donc si on estime que je veux mesurer l'anxiété, que pour aller mesurer l'anxiété, il y a différents contenus que je dois aborder, eh bien, il faut équilibrer. Il ne faudrait pas que je n'aborde qu'une dimension de l'anxiété et pas l'autre, par exemple. Donc il faut savoir équilibrer, ou bien il ne faut pas que je me focalise sur une seule manifestation de l'anxiété et pas sur l'ensemble des manifestations. Donc il faut préétablir comment je vais équilibrer mon test. Et donc ça va aussi être déterminant par rapport au nombre d'items, au nombre de petites tâches, au nombre de petites épreuves que je vais faire à mon sujet à l'intérieur de mon test. Et donc déterminer le nombre d'items en découle évidemment. Rédiger les items, c'est important, c'est une étape importante, c'est comment je pose la question, est-ce que je donne une consigne, est-ce que je donne une proposition, est-ce que si je pose une question, éviter les doubles négations, il faut que ce soit compris par tout le monde. Et donc vous aurez, dans la partie TP, vous aurez des petits exercices où on vous donnera des items mal rédigés, on vous demandera, tiens, pourquoi votre avis, c'est pas un bon item, pourquoi est-ce qu'il est mal rédigé, pour un peu éveiller en vous l'esprit critique par rapport à ça. Concevoir la présentation matérielle du test, bien évidemment, on a vu un exemple tout à l'heure, comment est-ce qu'on va présenter le test au sujet, ça va dépendre du temps qu'on a, ça va dépendre du sujet, est-ce que ce sont des personnes âgées, des adultes, des enfants, il y a la notion de motivation qui peut apparaître, il y a la notion de facilité de traitement des données par après, donc tout ça fait appel à tout un ensemble d'éléments auxquels il faut penser dans la construction de son test. Quand on a fait ça, on a ce qu'on appelle le prototype, on a notre voiture prototypique, on a notre test prototypique, on va devoir l'essayer. Ça veut dire quoi l'essayer? Ça veut dire le faire passer, l'administrer à un ensemble de sujets qui sont en tout point ressemblant au sujet cible de mon test. Tout à l'heure, c'était les Parkinsoniens, par exemple, l'ensemble de mes Parkinsoniens. En faisant ça, je vais récolter des données sur ces sujets-là, au travers de mon test. D'accord? Donc, le fait d'administrer ce test à mes sujets, je vais récolter des informations. Les résultats de mes sujets aux différents items que constitue mon test. Et ces résultats, ces données, vont me permettre de faire un certain nombre d'analyses qui vont me permettre de savoir si c'est un bon test ou s'il y a des choses à changer. Par exemple, est-ce qu'un item est réussi par tout le monde?
si un item est réussi par tout le monde, c'est pas un bon item. Parce que l'idée, un bon item, c'est un item qui va pouvoir différencier des personnes différentes. Si dans mon échantillon j'ai des personnes différentes, il faut que l'item permette de montrer cette différence. Si ce n'est pas le cas, si mon item est trop facile, ben il ne faut pas l'utiliser, il faut le jeter. Et donc les informations que j'ai recueillies sur mon échantillon cible, là, vont me donner ce type d'informations, vont me permettre de réfléchir à ce type d'informations. Donc, grâce aux données recueillies par la passation du test prototypique à une population cible, ça va me permettre de faire ce qu'on appelle une analyse des items, de faire une analyse de la fiabilité globalement, une analyse de la validité globalement. Et grâce à cette analyse, là, je vais avoir des éléments pour peut-être rétroagir sur mon test. Décider que tel et tel item n'est pas bon, ou que j'en ai pas assez, ou que j'en ai trop, que je peux en enlever, etc. Et donc ça va me permettre de rétroagir sur le test. Et donc de revenir évidemment aux étapes précédentes, donc peut-être rééquilibrer autrement le contenu, tuer des items, en créer d'autres, changer la présentation matérielle parce qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Et donc, après ça, on se retrouve sur un nouveau prototype qu'on va de nouveau réessayer, qu'on va de nouveau tester, on va de nouveau récolter des données, on va de nouveau faire les analyses, et puis ça ne va pas, hop, on retourne. Donc, vous voyez que ça peut prendre des années de construire un test. C'est pas un truc qui se fait en 3 semaines. Et puis, à un moment donné, quand on sera content, quand le prototype fonctionnera bien, ce sera mon candidat test. Oui, mon candidat procédure de mesure, mon candidat test. Et donc là, je vais mettre en place toutes les procédures de normalisation pour standardiser mon test, pour obtenir des normes auxquelles je pourrai comparer tout sujet que je soumettrai à ce test par après. Et puis rendre les résultats intelligibles, et ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre que toute personne qui après utilise mon test puisse comprendre les résultats qui en découlent et pouvoir comparer ces résultats peut-être à d'autres procédures de mesure. Et donc toutes ces étapes font appel, vous voyez, à tout un ensemble de théories, de modèles intéressants. Par exemple, il y a une théorie de la rédaction d'items. Alors, dans le cadre du cours, on va maintenant voir les différentes étapes de manière un peu plus approfondie en disant, tiens, à quelle question fait référence cette étape-là, à quoi il faut penser dans cette étape-là. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va surtout, par après, s'intéresser à l'analyse des items. Et on verra en fait que pour pouvoir décider de la qualité d'un item, de la qualité d'une petite épreuve qui fait partie de mon test, eh bien, on peut travailler sur 2 indices importants, ce qu'on appelle l'indice de difficulté de l'item et l'indice de discrimination de l'item. On verra ça dans le cours prochain, qui sont des indices qui vont nous permettre de décider si mon item est finalement un bon item et si je peux le garder dans mon test ou bien si je dois le jeter, en fonction des réactions de la passation de cet item à mon échantillon essai, si vous voulez. Et on parlera aussi de certaines techniques de fiabilité. Alors donc, je vous ai dit, là c'est très séquentiel. Je trouvais qu'on pouvait aussi présenter ça de manière un peu plus cyclique. Donc, préciser le sujet du test, ok. Et puis on rentre dans une boucle. On rentre dans une boucle avec toutes les étapes de construire un schéma directeur, équilibrer le contenu, déterminer le nombre d'items, rédiger les items, concevoir la présentation. Quand on a fait tout ça, en fait, on se retrouve avec un prototype. Ce prototype, je vous l'ai dit, on le fait passer, on l'administre à une population en tout point ressemblant à la population cible de mon test, ce qui va me permettre de recueillir des données. Ici, j'ai fait passer mon test sur 10 sujets. Vous voyez que mon test avait 4 items, 4 sessions, donc j'ai des nombres ici, et grâce à ces nombres, je vais pouvoir dire des choses, je vais pouvoir analyser les items, calculer les indices de difficulté, de discrimination, etc. On fera ça la prochaine fois. Ça va nous permettre donc de faire de l'analyse d'items, mais ça va aussi nous permettre de faire de la fiabilité, de l'analyse de la fiabilité, de l'analyse de la validité globalement. Souvenez-vous, fiabilité, si ça vous dit encore quelque chose, le split alpha,
où on divisait le test en ensemble, soit des items pairs, des items impairs, ou les deux premiers et les deux derniers. On regardait la corrélation et ça nous donnait un indice de fiabilité du test. D'accord? Eh bien, ça, c'est possible que sur les données prototypiques qu'on a relevées grâce au prototype. Donc, on est vraiment là-dedans. Quand on a fait ces analyses, on peut donc rétroagir sur le test et donc retourner à ces étapes. Et donc, là, on est pris dans un cycle. Et puis, à un moment donné, on sera tout content. Et donc, on sortira de ce cycle avec un candidat test final. Et donc, il nous restera à standardiser le test et à rendre les résultats intelligibles pour obtenir notre test finalisé. Ça va? Comme ça, vous voyez un peu l'organisation générale de la construction de l'outil. Je ne vais pas y arriver, c'est pas grave. Alors, préciser le sujet. Il faut se poser un certain nombre de questions. Donc, cette étape-là de préciser le sujet, qu'est-ce que c'est? C'est se poser la question de pourquoi on a construit le test et ce qu'il cherche à investiguer. Donc, on se pose des questions du style, qu'est-ce qu'on va mesurer? Donc, quel est le très visé? Est-ce que je veux faire un test sur l'anxiété, comme je disais tout à l'heure, l'estime de soi, la fatigue, le niveau de vigilance, etc. Auprès de qui est-ce que je vais mesurer? Est-ce que je vais travailler, je veux avoir cette information sur des enfants, sur des sujets pathologiques particuliers, sur la population générale, et donc savoir quelle est finalement la population visée, ou encore l'univers de généralisation auquel pour lequel ce test va être construit. Puis aussi on peut se poser la question en vue de quoi est-ce que je veux mesurer? Donc quel est l'objectif poursuivi par l'utilisateur du test? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux tester parce que je veux avoir des informations, je sais pas moi, un test de personnalité, c'est parce que je veux avoir des informations sur la personnalité du sujet. Pour en faire quoi? Peut-être parce que, je sais pas moi, c'est un sujet qui a commis des délits et puis on voudrait peut-être pouvoir l'aider, mais pour ça il faut avoir une certaine information sur ses traits de personnalité pour savoir comment agir avec ce sujet-là. Ou bien ça peut être dans un recrutement pour un boulot, c'est un autre objectif qui est là d'essayer d'identifier les personnes qui seraient susceptibles de bien fonctionner dans l'entreprise, et donc c'est un autre objectif qui est visé. Donc il faut se poser la question de quel est l'objectif poursuivi par l'utilisateur du test. Où mesure-t-on, donc quel est le contexte d'utilisation du test? Est-ce que c'est en milieu scolaire? Est-ce que c'est dans une consultation psy? Est-ce que c'est justement en recrutement? Est-ce que c'est dans un centre PMS, etc. Dans quelles circonstances est-ce qu'on mesure? Et donc, est-ce qu'il y a certaines contraintes? La plus grosse des contraintes, c'est par exemple une contrainte temporelle. Est-ce que je veux faire un test qui aille vite? Ou bien est-ce que j'ai le temps? Ou bien ça va dépendre aussi des sujets que je vais tester. Si ce sont des personnes, des enfants, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, sinon il y a une démotivation. Alors il faut trouver des moyens de motiver l'enfant tout au long du test. Si ce sont des personnes âgées, elles pourraient se fatiguer. Et donc, vous allez avoir des résultats biaisés. Donc il faut penser aussi en lien avec la population qui est testée. Donc par exemple, le texte de Grimm qu'on verra tout à l'heure, si on lit ceci, il vous dit, le test de Grimm investigue la qualité des relations dans les couples hétérosexuels qui sont mariés ou vivent ensemble. Il est conçu par une utilisation des conseillers conjugaux dans le cadre institutionnel de la sécurité sociale britannique. Il doit être passé rapidement. Eh bien là-dedans, vous avez la réponse à tout ça. C'est quoi le très visé? C'est la qualité des relations dans les couples hétérosexuels, la qualité des relations. On va s'arrêter là. Auprès de qui? Dans les couples hétérosexuels qui sont mariés ou vivent ensemble. En vue de quoi? Pour une utilisation par des conseillers conjugaux. Où est-ce qu'on mesure? Dans le cadre institutionnel de la sécurité sociale, britannique. Contrainte, il faut qu'il soit passé rapidement. Vous voyez que en quelques éléments, on a répondu à l'ensemble des questions. Mais donc, quand on dit préciser le sujet, ça va plus loin, il faut vraiment réfléchir à tout un ensemble d'éléments. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, on va passer au suivant.
Construire un schéma directeur. Deuxième étape, construire le schéma directeur. Mais là, c'est la charpente qui va finalement nous aider à la construction de l'outil. Et donc, c'est une grille qu'on utilise généralement avec en colonne ce qu'on va appeler les contenus et en ligne ce qu'on va appeler les manifestations. Les contenus, ce sont les différents contenus qui sont en rapport avec le trait visé par le test. J'ai un exemple que j'utilise déjà dans le cadre d'intro à la mesure, le test de Grims là. L'idée c'est qu'avec des experts, des thérapeutes, etc., ce qu'ils voulaient faire, c'est mesurer la qualité des relations dans les couples hétérosexuels qui se marient vivent ensemble, d'accord? Et donc ils ont fait appel à des experts, des thérapeutes pour se dire, tiens, si je veux avoir une mesure de la qualité de relation, si je veux investiguer la qualité de relation, quelles sont les différentes dimensions que je dois aller voir? Quels sont les différents contenus qu'il serait intéressant d'investiguer? Et finalement, ils se sont mis d'accord sur un ensemble de contenus tels que la communication. Ils estiment que interroger la communication verbale non verbale, c'est une dimension importante dans la qualité de la relation. Ils estiment qu'avoir des informations interrogées sur le sexe dans les couples, c'est une information importante pour pouvoir investiguer la qualité de la relation. Ils estiment que la confiance et le respect, où est ma souris? Elle est là. La confiance et le respect sont aussi des éléments importants à investiguer si on veut avoir des informations sur les qualités de la relation. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on détermine les contenus. Et puis il y a l'autre dimension qui sont les manifestations, c'est-à-dire comment vont ces manifestations, quels sont les comportements que l'on peut aussi investiguer dans le cadre de la mesure que l'on veut faire. Et donc dans ce cadre-ci, ils ont identifié 5 manifestations. Par exemple, avoir des informations sur le comportement dans la relation actuelle. Ils estiment que c'est important d'avoir ces informations-là pour pouvoir dire des choses sur la qualité de la relation. Ils estiment que avoir des informations sur les attitudes et les sentiments sur les relations de manière générale sont des choses importantes, d'accord? Et donc ils ont comme ça identifié des contenus, des manifestations. Donc quand on met en place un outil de mesure sur un trait particulier, il faut évidemment aller voir la littérature, parce que ces contenus, ces manifestations, on les suce pas de son pouce, quoi. C'est des recherches qui ont mené, qui ont montré que ces éléments-là étaient importants dans les relations, dans cet exemple-ci. Et donc, le fait d'identifier ces aires de contenu et ces manifestations permet de construire un tableau avec un certain nombre de cases, d'accord? Dans le cas de Grims, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est 8 fois 5, c'est-à-dire 40 cases. Et donc un item, une petite mini-épreuve, on la situe toujours dans une des cases. Donc, chacune des cases ici doit contenir au moins un item. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on construit un test, la version prototypique doit toujours contenir beaucoup plus d'items que la version qu'on voudrait du test. Donc, si on veut un test où il y a 20 items à la fin, ça c'est vraiment le minimum, il ne faut pas descendre en dessous parce que sinon on a des problèmes de fiabilité. Il faut au moins dans la version prototypique 40 voire 60 items que l'on va tester au travers de la version prototypique. Puisque après, il y en a qu'on va acheter, il y en a qu'on va changer, etc. Donc c'est important. Et donc, exemple ici, dans la version pilote, donc prototypique de Grims, ils ont testé 183 items qui leur ont permis ensuite de faire des analyses de fiabilité, de validité, etc. Et finalement, le test contient 28 items. On va dire, 28, c'est moins de 40. Alors, il y a 40 cases. Ben oui, mais c'est qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que l'un ou l'autre des contenus ou l'une ou l'autre des manifestations qu'ils avaient identifiées n'était pas important, ne permettait pas peut-être de discriminer les sujets, donc n'était pas une bonne dimension à utiliser et qu'ils l'ont jeté. D'accord? Un autre exemple, c'est l'échelle de fatigue. C'est une échelle de fatigue qui s'appelle le MFIS, Modified Fatigue Impact Scale. Voilà ici un autre exemple de tableau contenant 3 types de contenus.
Donc la fatigue sociale, la fatigue physique, la fatigue cognitive. Donc ça, ce sont les contenus qu'ils vont investiguer dans le cadre de ce test. Et au niveau des manifestations, ils vont s'intéresser au fait que le sujet soutienne ou non un effort, au niveau de la mémoire, de la vigilance et des pensées claires. Et donc, ils vont construire des items qui font appel à la vigilance en fatigue sociale, par exemple. Et tout ça vous donne un test, une échelle qui ressemble à ceci, où en fait le sujet doit se positionner. On parlera aussi de la construction de comment le sujet doit répondre. Donc ici, vous voyez que c'est une échelle c'est l'échelle de Likert à 5 catégories. Et donc pour chacune des propositions, le sujet doit répondre pour lui, si c'est jamais, rarement, parfois, souvent, presque toujours. Donc j'ai été moins vigilant, jamais, rarement, etc. Et puis on somme les scores et puis on détermine comme ça le sujet. On lui donne un score sur une échelle de factive, savoir s'il est plus ou moins fatigué. Vous imaginez que s'il a un grand score, il est très fatigué puisque j'ai été moins vigilant presque toujours. Ça va dans le sens d'une plus grande fatigue. Alors, ce genre de tableau, oui, peut-être passer à la troisième étape qui fait aussi appel au tableau schéma directeur, mais qui montre qu'on peut donner une importance différente à l'un ou l'autre des contenus ou à l'une ou l'autre des manifestations. C'est-à-dire que, par exemple, dans le test de Grims, tous les contenus ou toutes les manifestations n'avaient peut-être pas la même importance. Et donc, comment est-ce qu'on va traduire ça? On va donner des poids différents aux colonnes et aux lignes dans mon schéma directeur. Ici, par exemple, mes 4 manifestations ici ont la même importance. Donc, il faudrait que dans mon test final, j'investigue ces 4 manifestations de manière équilibrée, puisque j'ai mis 25% de pondération pour les 4. Par contre, pour les 4 contenus A, B, C, D, vous voyez que j'estime que les contenus C et D ont 4 fois moins d'importance que les contenus A et B. Donc ça va se refléter aussi dans le nombre d'items, puisqu'à l'intérieur il y a des cases, il y a des items, par le nombre d'items qui font appel à tel contenu et à telle manifestation. Donc, par exemple ici, si j'ai un item dans cette case-là, d'accord, il faut que j'en ai 4 dans celle-là, pour pouvoir mettre plus d'importance, ça va bien, pour pouvoir mettre plus d'importance à ce contenu-ci, ok, par rapport à celui-là. Donc, quand on parle d'équilibrer le contenu du test, c'est finalement décider de l'importance des différents contenus et des différentes manifestations qu'on va investiguer dans le cadre du test. Et comment est-ce que ça va se manifester? Par le nombre d'items associés à chacun des contenus et à chacune des manifestations. Évidemment, ça est très lié au nombre d'items, à la détermination du nombre d'items. Et donc ça, c'est une étape importante, c'est-à-dire combien est-ce que je vais mettre de mini-épreuves à l'intérieur de mon test. Et pour ça, il faut considérer finalement la taille du tableau. Plus vous avez de contenu et plus vous avez de manifestations, plus vous avez de cases dans votre tableau, et plus normalement vous devrez avoir d'items. Donc ça, c'est une des éléments auxquels il faut réfléchir pour décider du nombre d'items. Le temps dont on dispose aussi pour la passation. Est-ce qu'on a beaucoup de temps ou peu de temps? Si on a peu de temps, il ne faut pas trop d'items, sinon le sujet va mettre plus de temps que ce qu'on voudrait. Donc le nombre d'items dépend aussi du temps de passation que l'on a à sa disposition pour faire passer le test. Et puis les caractéristiques aussi des répondants, si je dis des sujets qui sont malades ou fatigués, il faudrait que le test ne prenne pas trop de temps et donc peu d'items. Donc vous voyez, tous ces éléments-là sont liés. Et donc il faut un minimum de 20 items pour assurer une bonne fiabilité. Si on veut que l'évaluation, l'analyse de la fiabilité soit correcte, il faut au moins que notre questionnaire propose 20 items à notre sujet. Et donc oui, s'il est nécessaire, donc si on construit la version prototypique,
on va inclure au moins 2 fois plus d'items que le nombre attendu dans la version finale. Donc voilà un exemple. Si je veux un test de 40 items, eh bien, il faut que ma version prototypique en contienne 80. À partir du moment où je mets des 25% ici pour chacune des manifestations, mais des poids différents pour les contenus, ben vous voyez, ça sont les effectifs d'items à l'intérieur de chacune des caves. Donc ici, il faut que j'ai au moins 8 items. Parce que c'est bien 4 fois plus que 2 qui est là. D'accord? Et donc, vous voyez que tout ça est une question évidemment d'équilibrage, de réflexion, il n'y a pas de règles incontournables. Je veux dire, il faut réfléchir à est-ce que j'ai du temps pour passer mon test ou pas, quel type de sujet, à quel endroit j'ai passé mon test, quels sont les éléments que je vais investiguer, etc., etc. Donc vous voyez que c'est une réflexion qui peut prendre beaucoup de temps. Alors, en ce qui concerne les items, je voudrais quand même retourner sur la définition du thème. C'est quoi finalement ce qu'on appelle un item? Parce que je dis souvent le mot item, mais qu'est-ce qu'on entend par item? Et donc, l'item, c'est quoi? Si on devait le définir, on dirait que c'est un dispositif visant à recueillir de l'information en vue d'une exploitation. Ça pourrait être la définition de l'item. Mais donc, si je veux un peu définir ça de manière plus pratico-pratique, on va dire, mon sujet humain, finalement, c'est une boîte noire. Et mon sujet humain, je vais lui faire une tâche, d'accord? Vous vous souvenez, dans le test, il faut que ce soit une tâche qui soit observable. Observable, ça veut dire que le sujet va produire quelque chose qui va pouvoir être observé. Produire quelque chose, ça peut être une réponse vrai-faux, ça peut être un calcul, ça peut être un dessin, ça peut être résoudre une équation, ça peut être répondre le plus rapidement possible à quelque chose, etc. Donc, mon sujet boîte noire, moi, ce que je vais obtenir, c'est un produit. Pour évidemment obtenir ce produit, il faut que je lui donne de l'information à traiter à mon sujet. Ce qu'il y a, c'est que la boîte noire, c'est je ne sais pas comment il va traiter l'information. Tout ce que je vais avoir, ce à quoi j'aurai accès, c'est au produit. Mais donc, pour qu'il y ait ce produit, il faut lui donner une information à traiter. Et donc, pour lui donner une information à traiter, il faut aussi lui donner une consigne pour lui dire comment il doit traiter l'information. Alors, c'est vrai que c'est un peu discutable, parce que parfois, on pourrait imaginer ne pas vraiment donner de consigne, mais parfois, souvent, la consigne est implicite dans le truc. Et donc, en fait, l'item, c'est quoi? C'est l'ensemble de cette consigne et de l'information à traiter. Donc, un exemple, c'est la consigne, parmi les 8 dominos du bas, trouvez celui qui complète le mieux l'ensemble des 9 dominos du haut. Ça, c'est la consigne qu'on donne au sujet. L'information qu'il a à traiter, sont les dominos qui sont ici. D'accord? Eh bien, tout ça, cette consigne et ce tableau de dominos, c'est ce qu'on va appeler l'item. D'accord? Lui, il reçoit cette information-là, il fait des choses, on ne sait pas ce qu'il fait, mais en tout cas, ce qu'il va vous donner à observer, c'est ça. C'est le produit. C'est comment il a été remplir le 9e petit domino. Et avec ça, vous allez traiter l'information. D'accord? Donc, l'item, c'est la réunion de la consigne, qui peut être implicite ou explicite. Là, dans ce cas-ci, elle est tout à fait explicite, mais elle pourrait être implicite. Et l'information qu'on donne à traiter au sujet. Ça, c'est l'item. Et puis, nous, on va travailler sur le produit observable à la sortie de la boîte noire du sujet. Alors, on peut se poser des questions. C'est quel produit doit-il provoquer? Qu'est-ce qu'on veut avoir à la sortie de mon sujet boîte noire? Quel est le produit? Ça peut être une déclaration, ça peut être une production du sujet, une production orale ou une production écrite. Tout à l'heure, dans mes BD, le sujet devait écrire des choses, mais on peut aussi lui faire dire des choses, ou lui faire produire des sons. Ça peut être long, bref. Ça peut être des marques graphiques. Ça peut être la modification d'un objet. Ça peut être compléter un dessin. Ça peut être faire quelque chose de physique avec son corps. Ça peut être plein de choses, d'accord? Donc le produit, il faut aussi décider. Donc,
je suis en train de vous dire que finalement c'est super compliqué de faire un test. Vous voyez toutes les choses auxquelles il faut penser pour construire un test. Alors, quelle activité est-ce que ça doit susciter? Donc c'est vrai que le sujet est une boîte noire, mais le fait qu'il y ait un produit qui sorte, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le sujet. Quelle est l'activité que l'on veut que le sujet fasse? Est-ce qu'on veut qu'il fasse des comparaisons de choses? Est-ce qu'on veut qu'il fasse plutôt une description? Est-ce qu'on veut qu'il fasse appel à sa mémoire? Est-ce qu'on veut qu'il fasse une analyse, une spéculation, etc., etc. Donc vous voyez que on peut aussi réfléchir à l'activité que l'on veut faire dans le cadre de l'item en question. Quelle consigne doit-il comporter? Donc je vous ai dit des consignes explicites ou implicites. Dans le cas que je vous ai montré, c'est tout à fait explicite. Ça peut être oral ou écrit. Donc le sujet peut lire les consignes, mais on peut aussi lui donner oralement les consignes. Alors, ça peut être l'expérimentateur, enfin le psy qui lui donne la consigne oralement, ou bien ça peut être un ordinateur avec une voix synthétique qui lui donne la consigne. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Quelle information doit-il mettre à la disposition du sujet? Et donc ça, c'est tout à l'heure mon dessin avec mes petits dominos, l'information à traiter. Ça peut être des objets. Il y a pas mal de tests en logopédie pour des enfants où on leur donne des petits Playmobil, on leur demande de situer les Playmobil par rapport à des éléments qu'on leur fait faire. Donc là, ils doivent manipuler des objets. On peut leur demander de manipuler des images, ou bien de dire des choses sur les images. Ça peut être des sons, mais ça peut être des souvenirs. Donc il doit se rappeler de certains éléments. Donc vous voyez que tout ça est très vaste. Dans c'est quoi un item? Un item, ça peut être plein de choses. Alors, si on parle en termes de questions, donc finalement, un item particulier qui est le fait de poser une question au sujet, d'attendre une réponse, on a deux grands types de questions. On peut lui poser des questions ouvertes ou des questions fermées. Dans le cadre de l'évaluation, c'est souvent utilisé, poser le fait des questions. Et donc, dans les questions ouvertes, le répondant est libre du contenu, d'accord, de la forme, de l'ampleur de la réponse. Aucune réponse est suggérée, c'est au répondant de formuler le produit qu'on attend, d'accord. L'intérêt, c'est que ça permet de révéler toutes les catégories mentales que le sujet a, puisque c'est pas fermé, c'est le sujet qui choisit ces catégories qu'il va utiliser et qu'il va présenter. Donc ça donne une ouverture sur les catégories mentales du sujet lui-même, et donc d'une certaine manière, la manière dont il voit le monde et dont il exprime ses sentiments. Le sujet, donc au niveau de l'avantage, les sujets sont plus libres dans sa réponse, puisque c'est tout à fait ouvert, donc il sent beaucoup plus libre dans sa réponse. C'est moins, comme tout à l'heure, dire vrai, faux, c'est un peu aliénant comme technique de réponse, donc c'est moins aliénant le fait de répondre avec des questions ouvertes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les questions ouvertes, je vais parler autrement, dans les questions fermées, il faut au départ décider de catégorie de réponse. Que prenez-vous au petit déjeuner le matin? Question fermée, des croissants, un pain au chocolat, des Kellogg's, des cornflakes pour ne pas dire la marque. Voilà. Et le sujet doit cocher. Et si le sujet ne mange rien de tout ça, mais il mange une belle tartine à la confiture, il ne peut pas répondre. D'accord? Dans une question ouverte, évidemment, on peut plus avoir accès à des catégories auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc ça permet d'avoir accès à plus d'informations, et en tout cas des informations auxquelles on n'aurait peut-être pas eu accès dans des questions plutôt fermées. Évidemment, le sujet, il n'a qu'à répondre, produire une réponse, donc ça a l'air plus facile de réponse. Maintenant, au niveau du traitement, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a une production écrite ou orale du sujet, et puis il faut tirer l'information de ce qui est exprimé. Et donc il y a toutes ces techniques d'analyse de contenu qu'on peut utiliser, mais qui
qui pourrait être critiquable, parce que peut-être que d'un sujet à l'autre, d'un juge à l'autre, d'un évaluateur à l'autre, ça va changer des informations. Donc ça, c'est un des désavantages, c'est le problème du traitement du produit qui est donné dans la question ouverte. Au niveau des questions fermées, donc évidemment là, le répondant doit choisir sa réponse parmi un ensemble de réponses proposées. Et donc là, la forme des réponses est prévue, le nombre de réponses possibles est prévu. Donc le désavantage, évidemment, c'est que le sujet est beaucoup moins libre dans sa réponse. Il doit choisir parmi ce qu'on lui donne, sauf parfois on peut mettre des catégories autres. Hein, ça arrive. Mais évidemment, un des gros avantages, c'est que tous les sujets sont égaux par rapport à la question et aux réponses qu'ils peuvent fournir. Ce qui est différent dans une question ouverte. Donc voilà. De nouveau, question fermée, question ouverte, grand débat. Et de nouveau, c'est, je pense, en fonction de l'objectif, du temps qu'on a, de la manière dont on va analyser, etc. etc. Alors, si on prend juste le cas des questions fermées, donc toujours dans la rédaction des items, au niveau des questions fermées, il y aura plusieurs types. On peut prendre des choix alternatifs, vrai-faux, donc dichotomique, vrai-faux, oui-non. On peut avoir des QCM, et dans les QCM, on peut choisir une réponse, soit le sujet peut cocher plusieurs réponses. On a les échelles type échelle de Likert. Par exemple, l'étude des statistiques est nécessaire à la formation des psychologues. Je jure que je l'ai trouvé comme ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Pas d'accord, pas tout à fait d'accord, pas du tout d'accord, d'accord, tout à fait d'accord. Où j'ai des difficultés à m'endormir, jamais, rarement, parfois, souvent, très souvent. Et donc, les échelles de Likert, elles présentent en fait un degré d'accord. On demande un degré d'accord au sujet par rapport à une affirmation qui lui est proposée. Alors, une petite remarque par rapport à ça, c'est que statistiquement, il est plus facile d'interpréter des échelles de Likert un nombre de catégories paires qu'un nombre de catégories impaires. Pourquoi? Parce que le sujet, il a souvent tendance à répondre au milieu. Et donc, si vous voulez vraiment avoir une réponse, si vous voulez que le sujet se positionne, plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, c'est ça qui est intéressant. S'il répond toujours au milieu, c'est pas très intéressant. Alors il vaut mieux ne pas mettre justement de catégorie au milieu, de mettre des nombres pairs de catégories de réponses. Ce qui permet vraiment d'avoir une sensibilité et un positionnement du sujet, soit plutôt dans un sens, soit plutôt dans l'autre sens par rapport à l'affirmation qui lui est donnée. Toujours par rapport donc, à la rédaction des items, le type d'option doit être choisi afin aussi d'adapter le matériel à présenter dans le test. Donc c'est en fonction aussi de ce qu'on va utiliser comme matériel dans le test qu'il faut choisir l'une ou l'autre des options. Le nombre d'options dans le QCM va dépendre de la nature du test et il est important de fournir un nombre suffisant pour que les répondants puissent s'exprimer au mieux. Donc ça c'est toute la question d'avoir pensé à toutes les catégories de réponses ou pas. Ça c'est important. Est-ce que j'ai pensé à tout ce qui était possible de répondre et donc est-ce que toutes les catégories sont là dans mon QCM? On peut évidemment, à l'intérieur d'un même test, utiliser différents types d'items. Donc, on a vu des items où c'est une affirmation, on demande de se positionner, mais on peut aussi avoir des items comme les dominos où on demande de compléter une série ou faire une petite tâche le plus rapidement possible. On peut imaginer un test où il y a différents types d'items. Un test ne va pas être que des QCM ou que des affirmations vrai-faux, etc. Mais alors, dans ce cas-là, ce qui est pas mal, c'est de rassembler les items du même type à l'intérieur du test. Parce que si le sujet, cognitivement, à chaque item, doit réfléchir à la manière de répondre, à ce qu'il doit faire, etc., ça met une charge cognitive supplémentaire et donc vous passez un peu peut-être à côté des éléments que vous vouliez investiguer avec votre test. Donc l'idée, c'est le moins de charge cognitive possible pour le sujet concernant les éléments qui ne concernent pas le test.
Et donc pour ça, une des manières, c'est d'organiser le test en faisant en sorte que, par exemple, toutes les questions ouvertes soient au même endroit, toutes les questions fermées au même endroit, ou tous les vrais-faux au même endroit et tous les QCM ensemble après, de manière aussi à ce que les consignes soient par bloc à l'intérieur de votre test. S'assurer que les items s'accordent avec le schéma directeur, oui. Écrire chaque item clairement de manière simple, chaque item doit poser une seule question. Et donc, un des objectifs des TP, justement, ça va être de travailler avec vous sur la rédaction des items et sur qu'est-ce que c'est qu'un bon item, qu'est-ce que c'est qu'un moins bon item. Et oui, pour les choix alternatifs, donc pour les oui, non, les vrais, faux, il faut être certain que le sujet ne peut pas répondre, je sais pas, c'est ni oui, ni non, c'est ni vrai, ni faux. S'il y a des choix alternatifs, il faut qu'on soit certain que le sujet puisse se positionner en vrai ou en faux, en oui ou en non. Et évidemment aussi dans l'item, au niveau des variables de la tâche, donc puisque dans l'item il y a la consigne, il y a l'information, mais il y aura donc la tâche à effectuer par le sujet. Il faut réfléchir aux modalités de sollicitation de la tâche, au matériel mis à disposition, à l'activité mentale que le sujet aura effectuée, au produit évidemment observable de l'activité, donc la fin de l'activité, et aux aspects du comportement ou aux aspects observés du comportement, et donc réfléchir à tout ça quand on va concevoir du thème. Je sais que je suis en train de dépasser le temps, je suis au point 6, et donc je pense qu'on ne va pas... On va faire 6 et 7, comme ça on s'arrête au prototype, d'accord? Comme ça la prochaine fois on démarre plus loin. Donc au niveau de l'étape 6, concevoir la présentation matérielle du test, c'est vrai qu'un bon design est crucial pour produire un test fiable et valide. Vous vous souvenez, validité de contenu, validité d'apparence surtout. Est-ce que ça joue là-dedans, la validité d'apparence dans la présentation du matériel? Est-ce que le sujet, par rapport au matériel auquel il va être confronté, va prendre le truc au sérieux ou pas au sérieux? Est-ce qu'un enfant va être motivé si on lui donne un truc, par exemple, on a fait un test chez nous de langage, où les gens entendent des sons, ils doivent les répéter, on l'a adapté aux enfants. Pour les adultes, c'est juste des images noires et blanches qui apparaissent, ils entendent un son. Mais pour les enfants, on a fait toute une histoire avec le fait que l'enfant allait passer dans des pays différents, qu'il allait gagner des étoiles. Donc on a essayé, dans la conception matérielle du test, d'utiliser la motivation aussi de l'enfant pour que les données récoltées soient de bonnes données et pas des données... en gros, il n'a plus rien à faire parce qu'il est démotivé par rapport au test. Donc la conception du matériel qu'on va utiliser, c'est une chose assez importante au niveau de la fiabilité et de la validité, donc au niveau de ce qu'on va recueillir comme information. Information à propos du sujet. Oui, donc il faut qu'au début du test, on ait une petite partie où on recueille de l'information sur le sujet lui-même, son nom, son prénom, en disant que tout ça sera très confidentiel, son âge, son sexe, et puis toute information importante dans le cadre du testing lui-même. Au niveau des consignes, elles doivent être claires et non ambiguës. Elles doivent indiquer au sujet comment répondre et comment indiquer sa réponse. Donc, on apprend ça en primaire, entouré, barré, souligné. Il faut que ça soit très... première primaire, que tout ça soit bien clair pour le sujet. Il faut qu'il sache exactement ce qu'il a à faire. Agencement des questions et des réponses simples. Donc, il ne faut pas que la question soit là et que la réponse soit en bas de la page. Donc il faut très vite le sujet passe de l'item, de ce qu'il a à faire et de la manière dont il doit produire sa réponse, de manière non ambiguë. Et l'idée c'est de créer un mode d'emploi. Pourquoi le mode d'emploi? Mais ça c'est surtout lorsque le test va être diffusé, il faut que les personnes qui vont utiliser votre test puissent savoir comment l'utiliser. Donc dans le mode d'emploi, il faut expliquer comment instituer des sujets, quel est le matériel qu'il faut mettre à disposition, ce qu'il faut dire au sujet, quelles sont les consignes à donner, comment il doit répondre, et puis aussi évidemment comment on va traiter les données, mais ça c'est autre chose. Et puis quand vous avez fait tout ça, on a un prototype, on a une version pilote du test, et donc on va étudier ce prototype, ce pilote,
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, essayer l'outil auprès de personnes qui ont des caractéristiques semblables au public cible, de manière à récolter des données, c'est-à-dire les résultats de toutes ces personnes au test en question, différents items. Et puis l'analyse de ces données vont nous aider à sélectionner les meilleurs items pour la version finale, par exemple, et donc de procéder à ce qu'on va appeler l'analyse des items. Pour ça, il faut que cette version prototypique, cette version pilote, soit administrée à beaucoup de gens, à un maximum de sujets possibles. Une des règles qu'on donne, c'est que le nombre minimal de répondants doit être supérieur au nombre d'items. Donc si vous avez 20 items, il faut minimum 20 personnes qui aient répondu à votre test pour procéder correctement aux analyses statistiques derrière de fiabilité, de validité et d'analyse d'items. Alors, j'essaye mon prototype et puis je vais effectuer ce que je vais appeler une analyse des items. Alors, quel est le but de cette analyse d'items? Eh bien, c'est de sélectionner les meilleurs items, c'est-à-dire, comme je vous disais, les items qui ont la meilleure qualité. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un bon item et ce qu'on appelle un mauvais item? Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les deux slides suivants parce qu'en fait, la deuxième partie du cours, ça va être un approfondissement de cette analyse d'item. Après, on prendra 2 heures pour faire cette analyse d'item. Sachez simplement qu'il existe des indices que l'on peut calculer, des coefficients que l'on peut calculer pour prendre des décisions quant à la qualité de l'item. Parmi ces indices, il y en a 2 dont je parle ici qui sont l'indice de difficulté de chaque item, on verra dans la deuxième partie du cours comment on peut déterminer cet indice, et l'indice de discrimination de chaque item. Il en existe 2 autres. Il y a 2 autres moyens supplémentaires que l'on peut aussi utiliser pour déterminer la qualité d'un item, qui sont sa fiabilité et sa validité. Donc fiabilité et validité sont des termes que vous connaissez déjà, dont on a déjà discuté au niveau du test lui-même. Donc la fiabilité globale du test, la validité globale du test. Je vous rappelle que la fiabilité fait appel à tout ce qui concerne la précision du test, toutes ses qualités métrologiques, alors que la validité du test pose la question de est-ce que le test mesure bien ce qu'il est censé mesurer. Donc est-ce que ce que je vais recueillir comme information, c'est bien de l'information qui vont m'aider à mesurer le trait que j'essaie de mesurer avec le test en question. Ça, c'est la validité globale. Et donc, on peut aussi déterminer une fiabilité et une validité pour l'item particulièrement. Et donc, on va en parler dans la deuxième partie. C'est pour ça que je ne passe pas beaucoup de temps sur ces 2 slides-ci qui réexpliquent difficulté, indice de difficulté et discrimination. Ne vous inquiétez pas, dans 5 minutes, on en reparle. D'accord? Quand j'ai fait ça, il faut aussi que je fasse une analyse évidemment globale de la fiabilité du test et une analyse globale de la validité du test. Là, je vous renvoie aux différents types de fiabilité et puis pour l'étape suivante, aux différents types de validité dont on a parlé dans le cours d'introduction à la mesure. Et donc, pour rappel, il y a cette fiabilité test-retest qu'on appelle aussi la fidélité, ça vous dit quelque chose? Qui est donc cette fiabilité dans le temps. Fidélité, c'est un cas particulier de la fiabilité qui est une fiabilité dans le temps. Alors, il faut faire attention que souvent les gens n'utilisent pas le terme fiabilité, ils n'utilisent que fidélité. Mais fidélité n'est pas la bonne traduction du terme anglais. Le terme anglais, c'est reliability. Ça veut vraiment dire fiabilité. Donc, les gens souvent utilisent fidélité pour n'importe quelle fiabilité, alors que fidélité, c'est une fiabilité particulière. La fidélité, c'est la fiabilité dans le temps. Mais dans le langage courant, souvent, pour parler de fiabilité, de manière générale, les gens parlent de fidélité. Il faut juste le savoir. Mais sachez que moi, je fais la différence entre les deux. Et qu'il y a une différence entre les deux. Fidélité. Mais on n'utilise pas en psychométrie. Donc en psychométrie, on utilise reliability et validity. Et les Français, le courant français de psychométrie a traduit reliability par fidélité. Mais c'est pas correct. Le vrai terme, c'est fiabilité. Et la fiabilité dépasse le terme de fidélité. Pour moi, fidélité, c'est de la fiabilité restreinte. C'est un type de fiabilité particulier, la fidélité. D'accord ?
Et donc, cette fidélité, en fait, c'est la fiabilité test-retest. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un test, que je le passe à un ensemble de sujets, j'obtiens donc les scores de chacun de mes sujets à ce test, et puis je repasse exactement le même test, exactement le même sujet, un temps plus tard, une semaine plus tard, 3 jours plus tard, mon test sera fidèle, donc aura une bonne fiabilité test-retest, si les ensembles de scores de mes sujets lors des 2 passations du test sont très corrélés entre elles. D'accord? Sur forme parallèle, donc pour ça, c'est de nouveau une corrélation entre les scores obtenus par mon test et une autre épreuve que l'on va considérer comme parallèle par rapport au test que l'on a construit. Et donc là, de nouveau, c'est aussi une détermination de corrélation entre les scores de mes sujets au test dont je veux vérifier la fiabilité et à l'épreuve parallèle. Là, on parle de fiabilité sur forme parallèle. Et puis, rappelez-vous aussi le split alpha, qui était l'idée que je n'ai pas la possibilité d'avoir un autre test à faire passer à mes sujets. Donc, je ne vais utiliser que les scores de mes sujets à la passation de mon test en question. Mais ces scores, je vais les séparer, les splitter en 2, split alpha. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Rappelez-vous, entre la mesure. Je vais prendre l'ensemble de mes items et je vais par exemple considérer tous les items pairs et les items impairs. Je fais un score total pour les items pairs, un score total pour les items impairs et puis je fais une corrélation entre les deux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça nous permettait d'évaluer la fiabilité par la technique du split alpha et d'avoir donc une estimation de la fiabilité du test entier. Et il y a d'autres types de fiabilité, donc ça je vous renvoie évidemment au cours d'introduction. Au niveau de la validité globale, il y a différents types de validité globale, et ça aussi je vous renvoie à l'ancien cours, on a vu ça dans le cours de première, qui est donc d'abord la question de la validité du test, qui est sa capacité à mesurer ce qu'il est censé mesurer. Et rappelez-vous, il y a différents types de validité que l'on peut estimer. Alors, de nouveau, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la notion de validité, je vous avais dit, ce n'est pas une question de blanc ou noir. On ne dit pas un test est valide ou il n'est pas valide. Il est valide d'une certaine manière, il a une certaine validité de contenu, il a une certaine validité prédictive, critérielle, etc. C'est plus une estimation et l'idée, c'est de faire en sorte d'être le plus valide possible sur différents critères. Mais on ne peut pas juste prendre la décision de dire mon test est valide ou n'est pas valide. Ce n'est pas une notion blanc ou noir. Et donc différents types de validité. Validité de contenu qui est le fait qu'il y ait une relation entre le contenu et le sujet du test, et donc que le contenu, le sujet qui passe le test, en tout cas pour la validité d'apparence, rien qu'au premier regard du test se dit, bien ok, pour moi, ce test mesure bien ce pourquoi on me fait passer ce test. Ça, c'est ce qu'on appelle la validité d'apparence. Par exemple, des sujets qui vont dans une entreprise pour passer un test de recrutement pour un poste particulier. Si le sujet a l'impression que le test qu'il est en train de passer est bien en rapport avec le poste pour lequel il postule, il y aura une bonne validité d'apparence du test. Il y avait d'autres types de validité, telles que la validité critérielle et la validité prédictive. Donc critérielle, c'est la relation entre les scores au test et la mesure d'un critère. Et la validité prédictive, où on mettait en relation les scores obtenus au test et une mesure future. Et là, on était plus dans le domaine des tests qui permettent, par exemple, de prédire qu'à la sortie du secondaire, les sujets, par exemple, seront aptes à entamer des telles études universitaires. Et donc, pour pouvoir évidemment mettre au jour la validité prédictive de ce test, il faut attendre que les sujets... donc, il faut faire passer mon test à la sortie du secondaire, et puis il faut attendre que mes sujets soient arrivés en fin universitaire pour pouvoir corréler les scores qu'ils auront eu en fin d'université avec les scores
au test, à mon test. Si j'ai une bonne corrélation, je pourrais dire que j'ai une bonne validité prédictive de mon test. Je passe rapidement là-dessus parce que ce sont des notions que vous êtes supposés connaître, puisque ça a déjà été vu dans les cours précédents. Ok, alors, quand on a, je vous ai déjà montré ce schéma-là. Oui, donc l'idée ici, c'était, je me disais que au lieu de pas montrer les étapes de manière tout à fait séquentielle, il me semblait qu'on pouvait trouver une organisation plus commode et qui était plus en lien avec la réalité des choses. Donc l'idée de préciser le sujet du test, bien évidemment, ça va se faire de manière tout à fait préliminaire à la construction du test. Et puis quand on a bien fait le tour des théories, préciser sur quoi on va mesurer, sur qui, pourquoi, etc., eh bien on va rentrer dans une espèce de boucle. Et cette boucle, on en sortira quand on sera content avec notre test prototypique. Et donc dans cette boucle, on va donc passer un certain temps à concevoir le test lui-même, en réfléchissant au schéma directeur, au contenu, au nombre d'items, aux items eux-mêmes, au matériel que l'on va utiliser pour le test. Tout ça va nous donner un prototype. Ce prototype, comme je vous disais, on l'administre à un ensemble de sujets de manière à récolter des scores de ces sujets à mon test. Et ces scores vont nous permettre de faire ce qu'on appelle une analyse des items. On verra plus en détail tout de suite. L'analyse de la fiabilité globalement, l'analyse de la validité globalement, et donc de rétroagir sur notre test. En fonction des résultats qu'on aura obtenus à cette étape-ci, eh bien, on pourra considérer que certaines questions, certaines tâches, certains items, certaines mini-épreuves de mon test ne sont pas en adéquation avec le test en question, ne sont pas en cohérence, ou bien sont trop faciles, sont trop difficiles, et donc on va faire le tri dans les différents items, décider d'en construire d'autres, et donc on est dans la boucle. Imaginons qu'on en jette un certain nombre, qu'on en construit d'autres et qu'on en modifie, et ben on a un nouveau prototype qu'on va de nouveau essayer, qu'on va de nouveau analyser, et ainsi de suite. Et puis à un moment donné, on sera content, et on sortira de la boucle. Et quand on sera sorti de la boucle, on va donc devoir standardiser notre test et rendre les résultats intelligibles de manière à avoir notre test finalisé qui va pouvoir être mis sur le marché et être utilisé par d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc si je suis maintenant à l'étape de rétroagir sur le test, puisque j'ai fait les analyses d'items, fiabilité, validité, je suis au niveau de rétroagir sur le test, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire modifier, le test. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, supprimer des items, en modifier certains, en ajouter des nouveaux. Peut-être modifier les consignes que je vais donner au sujet, parce qu'on se rend compte que les consignes, il ne les comprend pas bien. Modifier la présentation, modifier le matériel qu'on utilise, et puis de nouveau réessayer le prototype, et puis de nouveau analyser, etc. Par la suite, on sera tout content parce qu'on aura un test qui a l'air de tenir la route, et donc on arrive aux deux dernières étapes de la conception donc, de l'outil, qui sont la standardisation et le fait de construire des normes, si vous voulez. Donc, elle implique, évidemment, cette standardisation, d'obtenir des scores à la version finale du test pour des groupes adéquats répondants, que l'on va appeler des normes. Exemple, je veux construire un test qui me permet d'évaluer l'anxiété chez les sujets. Et je sais que dans l'anxiété, en fait, je peux avoir des niveaux différents d'anxiété. Imaginons que je peux avoir 4 niveaux d'anxiété différents. Eh bien, il faut que mon test, je l'ai fait passer à des sujets dont je connais le niveau d'anxiété, de manière à savoir comment les très peu anxieux vont réagir aux items de mon test. Les un peu plus anxieux vont réagir aux items de mon test. Et ainsi de suite. Et donc, le fait de passer mon test final à ces 4 catégories d'anxiété va me permettre d'obtenir des normes pour les 4 niveaux d'anxiété au test en question. De telle manière à ce qu'ensuite, n'importe quel sujet que je prends dont je ne connais pas en fait le niveau d'anxiété, je lui fais passer mon test, et en fonction du score qu'il va obtenir, je saurai comparer ce score aux normes que j'aurai établies pour les 4 niveaux. Et je pourrais dire, ben, ce sujet-là, son score tombe type
pile poil dans les normes que j'avais obtenues pour les sujets de niveau 3 d'anxiété. Donc je pourrais dire, ce sujet-là, il est anxieux, il a un type d'anxiété numéro 3. D'accord? Donc c'est ça, construire des normes. C'est évidemment, pour construire des normes, il faut faire passer mon test à des sujets dont on connaît les caractéristiques. Sinon, on ne pourrait pas obtenir de normes. Pour ça, il faut évidemment beaucoup de répondants qui doivent être sélectionnés selon des critères qui sont très bien spécifiés pour établir justement ces normes de manière significative. Et puis avec ces normes, il sera donc possible d'interpréter le score d'un répondant afin de savoir si son score est typique ou non d'une population déterminée. C'est l'exemple que je viens de vous donner. Et dernière étape, la dernière étape, c'est rendre les résultats intelligibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut pouvoir avoir des scores qu'on puisse comparer, qu'on puisse comprendre. Donc, si j'ai un sujet qui passe un test et voilà, son score est de 120, qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, si je sais que en passant le test, il a une note centrée réduite de 0, ça veut dire qu'il est pile poil dans la moyenne des sujets. D'accord? Donc, rendre les résultats intelligibles, c'est finalement construire des scores au test qui sont transformés suivant des échelles dont on connaît les comportements. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'échelles, on va les voir tout de suite après. La stanine, les notes T, la note normale centrée réduite, vous savez qu'elle a une moyenne, note normale centrée réduite, c'est une distribution caractérisée par une moyenne égale à 0 et un écart type de 10. La note au format QI, moyenne 200, écart type de 15, d'accord? Donc, ça c'est important parce que si je dis, voilà, mon sujet, pour ce test-là, il a un score de 120 en note format QI, je sais qu'il a plus d'un écart type de la moyenne. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir sur quelle échelle, si vous voulez, les scores ont été construits. Et donc, ça permet, cette manière, que quiconque qui connaisse le format de notation, est-ce que c'est en format QI, est-ce que c'est en note normale centrée réduite, est-ce que c'est en stanine, en note T, puisse se faire une idée de ce que ça signifie pour le sujet qui passe ce test, même s'il ne connaît pas le contenu du test. Si je sais qu'en note centrée réduite, mon sujet il a une valeur de -2, ça veut dire qu'il est beaucoup plus faible que la moyenne, puisque la moyenne est à 0, donc je suis à au moins 2 écarts types vers les faibles ou en dessous de la moyenne générale. Et donc le principe, c'est quoi? C'est de ramener la note observée à un format qui se caractérise par son centre et sa dispersion.